Juliane, 3e épisode. Donc il y avait des petites histoires avec des garçons du collège. Il y en avait plusieurs. De ceux dont je me souviens, il y en a 3 ou 4, on va dire, avec qui j'avais des aventures régulières. Je savais juste que je voulais pas être ça. Parce que je voyais la haine des PD, justement. Donc je savais pas trop ce que c'était, mais je savais que je voulais pas être ça. Rien que d'entendre ce qu'ils pensaient des PD, ça me donnait pas envie de l'être. Du coup, je voulais m'éloigner un maximum de ça, et pas qu'on s'y méprenne. On va dire, je faisais en sorte que le doute soit pas trop fort. Faire semblant, tu vois. Enfin, de faire attention à pas qu'on découvre. Mais faire semblant, c'est une part de pas être heureux aussi, parce que t'es pas en accord avec toi-même, t'es pas en accord avec les gens qui t'entourent. Tu vois, c'est rare que quelqu'un te dise « j'étais pas moi-même et c'était super ». C'est vrai, non? Je mentais à tout le monde, je mentais à moi-même et c'était une période hyper heureuse, c'est pas vrai. Donc, tu vois, en quelque part, ouais, c'était ça. Et est-ce que tu pensais à l'avenir? Est-ce que tu savais à quoi tu te destinerais? Est-ce que tu avais une pression que tu te mettais toi-même ou qu'on te mettait? Alors, pression de mes parents, jamais, franchement. Même par rapport à l'école ou quoi, jamais ils m'ont dit de travailler, de faire mes devoirs. Ça a toujours été moi-même, depuis toujours. Je savais que je voulais faire un truc scientifique, un bac scientifique et médecine, mais c'était pas encore sûr à 100%, quoi, tu vois. Parce que j'étais au Bourget, mon lycée de secteur, moi, c'était le lycée Jacques Brel à la Courneuve, où il y avait genre 40% de risque au bac, c'était vraiment la merde. Donc j'avais une idée sans être certain de ce qui allait se passer après. Donc ma mère, elle était au courant du lycée Jacques Brel, que c'était compliqué, etc. On avait discuté en famille, donc ils m'ont dit on peut te chercher un autre lycée, et ils ont cherché un autre lycée qui était pas de secteur, mais du coup qui était dans le 18e, donc c'était un lycée privé, catho, mais qui était assez cool, qui s'appelait le lycée Charles de Foucault, à Marx-Dormois. Le fait d'aller à Paris, ça a ouvert quand même une porte, le fait que ce soit pas ma ville. Et j'avais tapé sur internet, en gros, les lieux de rencontres gays, et il y a eu pas mal d'endroits à Paris qui me sont apparus, et du coup j'y avais été j'avais été une première fois tout seul, mineur du coup. Je sais pas, je devais avoir 16 ans. Mais je faisais un peu plus que mon âge, j'avais trafiqué ma carte d'identité. Je l'avais photocopiée, je l'avais scannée, j'avais falsifié ma date de naissance, du coup ça passait. Et en fait, moi j'avais pour habitude d'aller là le dimanche. C'est là où j'ai commencé, on va dire, à m'affirmer, à savoir qui j'étais vraiment, tu vois. Mais c'était pas adapté pour quelqu'un de mon âge. Personne n'était au courant? Non, personne. Personne, je disais quoi? À mes parents, je disais que j'allais à la bibliothèque, mais personne de mes amis n'était au courant. Non, parce que j'avais encore une double vie à l'époque. J'avais des petites histoires avec des filles où il y avait vraiment aucun désir. Donc c'était marrant parce que j'avais cette double vie avec, en même temps, parfois ces histoires de filles où j'étais pas du tout à l'aise, et de l'autre côté, ces trucs-là dans les lieux gays où en fait je me sentais moi-même mais caché, quoi. J'avais toujours une peur, c'est qu'on découvre, que quelqu'un m'ait vu, mais à chaque fois en rentrant et en sortant, j'étais genre, je regardais déjà s'il y avait quelqu'un autour, alors qu'on était en plein Paris, tu vois. Dans le Marais, il y avait 0% de chance que mes parents ou quelqu'un que je connaisse soit là, mais j'avais toujours peur de ça. Donc il y avait juste cette petite peur, mais après sinon, j'avais déjà mes excuses toutes faites. C'est ça aussi de se cacher pendant des années, hein. Tu sais répondre du tac au tac quand on te demande un truc, et tu sais bien cacher ta vie, et au final personne n'avait de soupçon, tu vois. Donc je me sentais bien en fait. Mais je me sentais bien pourquoi? Parce que j'étais moins seul, je voyais des gens qui me ressemblaient entre guillemets juste sur l'homosexualité, on va dire, et j'en voyais plein, quoi, des gays. J'étais genre putain, en fait je suis pas seul, quoi. Comme je t'ai dit, j'avais pas de potes gays autour de moi. Édouard, mon ami d'enfance, c'était un peu plus tard, c'était vers les années lycée, vers les fins des années lycée, qui m'a fait son coming out, et du coup moi je lui ai fait plus tard. Mais tu vois, genre ouais. C'était qui, Édouard? Édouard, c'est mon meilleur ami d'enfance que j'ai rencontré en arrivant à 9 ans quand je faisais du caté.
Je faisais du catéchisme à l'époque pour faire ma première communion. On s'est rencontrés là. Et après, j'ai été scout et du coup, on a été scout ensemble. Je crois que c'était en camp scout, justement. On était tous les deux. En gros, il me dit qu'il est amoureux d'un garçon. Moi, je dis, bah, ok. Et en fait, il était étonné de ma bonne réaction, entre guillemets. Il pensait que j'allais mal réagir, tu vois, que j'allais avoir une réaction homophobe. Alors que moi, sur le coup, j'avais déjà des expériences avec les garçons, mais je lui ai même pas dit que moi aussi c'était le cas. Et pourquoi? Bah parce que j'avais encore déjà honte, moi, à l'époque, tu vois. C'est la honte. La honte, ouais. Même avec quelqu'un qui me dit que lui aussi, t'imagines? Du coup, je lui ai pas dit moi aussi. Et c'est quelques mois ou un an après, je sais plus, mais un petit moment après, où je lui ai dit pour moi, et il m'en a voulu. Il m'en a voulu parce qu'il m'a dit, moi, tu m'as laissé avec ça, et je le comprends, en fait. Il m'a dit, moi, tu m'as laissé avec cette peur que tu réagisses mal, et un peu avec cette solitude, et tu m'as pas dit que toi aussi, c'était le cas. Et je l'ai pas trop compris au début, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais en fait, il avait totalement raison. Après, du coup, on a un petit peu grandi, et puis pareil, tu vois, à l'âge entre 16 et 18 ans, c'est l'époque où tu commençais à te bourrer la gueule avec tes potes. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ce moment-là. Donc, soirée alcoolisée, pendant les camps scouts, parfois entre nous, on rigolait, on faisait des petits jeux, tu vois, des actions-vérité et tout. Et parfois, du coup, les soirées parisiennes, où on partait toute la nuit, on rentrait au petit matin. Tu vois, on disait à nos parents qu'on allait dormir l'un chez l'autre, ou qu'on allait à un anniversaire, un truc comme ça. Et on rentrait le matin, déchiré, à avoir fait n'importe quoi dans la soirée, tu vois. À aller dans les lieux dont je te parlais, à faire la tournée des bars, à du coup, les bars qui fermaient tôt, pas d'argent, parce qu'on avait 16 ans, hein, pas d'argent pour rentrer dans les boîtes ou quoi, donc parfois on traînait dans les rues, à voler, tu vois, un billet de 20 € à nos parents avant de partir pour avoir un peu de thune pour boire des verres, mais en fait on buvait pas des verres, on achetait une bouteille de vodka, puis on se remplissait les verres, tu vois, dans le bar, enfin, les bêtises. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était une époque géniale, hein. Mais toujours ce truc de mise en danger, mais tu vois, on a rigolé, enfin, on était les 400 coups ensemble, tu vois. Tu vois, genre, je me suis ouvert plein de fois, genre, je suis tombé plein de fois. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais plus tôt sur la mise en danger et l'autodestruction de façon un peu inconsciente, en fait. Ouais, un peu t'en vouloir de ce que t'es, de pas savoir qui t'es aussi vraiment, de pas savoir que t'es vraiment accepté, et du coup de te mettre en danger de manière inconsciente, que ce soit par l'alcool, par les rapports avec les garçons, par la sexualité, par ton corps, tu vois. Enfin, à te mettre en danger de façon inconsciente, en fait. Et moi, je fais le lien de causalité entre les deux. Et je pense pas me tromper. Parce qu'on est beaucoup à l'avoir vécu au final, tu vois. Au lycée, j'étais bon élève, je m'étais calmé, je faisais pas de bêtises. J'étais bien entouré, mes potes étaient cool. Mes profs, c'était trop cool. Ils étaient hyper contents. Au lycée, j'étais vraiment heureux, tu vois. Petit à petit, mes parents, ils ont commencé un peu à grow up, tu vois, à s'autonomiser. Ils ont acheté une maison. Où ça? Au Bourget, à 2 rues de là où on était. Mais du coup, ils ont acheté leur maison, pareil, pendant mes années lycée. Donc, tu vois, t'avais une évolution, tu vois, qui se créait aussi dans notre vie. Tu vois, on avait les papiers. Ma mère, elle était aide-soignante à l'hôpital, à la PHP. Et du coup, elle était titularisée. Tu vois, il y avait une évolution aussi dans nos vies perso. Et pour ton frère? Mon frère, donc tu vois, pas vraiment de boulot, des petits boulots à droite à gauche, mais jamais très longtemps, a changé souvent de boulot. Là, il vivait vachement la nuit, il faisait grave la fête à ce moment-là. À sortir la nuit, à se bourrer la gueule avec ses potes, à pas mal à sortir en club aussi. Mon frère et moi, on est opposés total, hein. Lui, il était très bon à l'école au Liban, mais une fois ici, il a dégringolé de ouf. Donc moi, je suis très bosseur, très scolaire, très discipliné. Tu vois, genre, je sais où je vais, je fais ce qu'on me dit, très sérieux dans le travail et tout. Lui, beaucoup moins, très je vis au jour le jour. On n'a qu'une vie, allez, let's go. Et puis même dans le rapport à la masculinité, tu vois, totalement différent. Tu vois, c'est une caïra, mon frère, hein. Médecine, donc première année de médecine. Donc à l'époque, c'était encore un concours. Ça a changé maintenant. T'avais le droit de redoubler qu'une seule fois.
Donc moi je commence ma première année à Paris 7, c'était à Diderot, donc c'est Bichat-la-Riboisière, à Gare de l'Est. Donc je fais la première année de médecine, j'échoue, comme beaucoup de gens la première année. C'était ok parce que je savais que j'allais redoubler, enfin j'avais bossé à fond, mais je bossais mal à l'époque, tu vois, j'avais pas ma méthode, j'étais tout le temps à la bibliothèque mais hyper mal. Enfin, je travaillais mal quoi, pas assez concentré. Et du coup la deuxième année, enfin ma deuxième première année, là j'avais une méthode de boulot. Du coup, j'étais plus efficace et je bossais un peu moins en fait. J'avais mes jours de pause, les dimanches, je bossais jamais. J'allais m'amuser le dimanche, tu vois. Pourquoi tu faisais médecine? Moi, c'était vachement pour le soin. C'était pour soigner les gens en fait, tout simplement. Et je pense que c'est en écho avec mon histoire familiale, tu vois un peu. Ton frère. Mon frère et mes parents, ils ont aussi la maladie. Pas aussi fort que mon frère, mais ils ont aussi sa maladie, tu vois. Sauver des gens. Donc, deuxième première année. Là, je réussis. Là, c'était la teuf. Ouais, et puis je réussis bien, là. J'étais arrivé hyper bien classé. Ouais, là, on était 3200. Je suis arrivé 185, un truc comme ça. Ouais, franchement, je suis trop fier. Mortel. Je me souviens, je bossais dans un resto libanais l'été. À partir de ce moment-là, je commençais à bosser l'été, genre pour partir en vacances. Et là, je bossais l'été à un restaurant qui s'appelle Noura, un resto libanais, une chaîne de restos libanais. Et je savais que les résultats sortaient ce jour-là. Et du coup, je regarde le truc et je vois mon nom. Enfin, je vois mon classement à côté du nom. J'ai pleuré. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, il a pleuré. Et puis le soir, c'était champagne à la maison. Moi, je l'ai fêté aussi avec mes potes. Et voilà, la fin de la première année de 2 années de galère, puisque c'est quand même du boulot. Hein. Enfin, tu as tout le temps à la bibliothèque, c'est chiant. Mais je l'ai, mais je l'ai eu. Quel papa et maman veut pas que son fils ou sa fille fasse médecine ou réussisse médecine si c'est son choix et s'il le pousse pas? Parce que moi, comme je t'ai dit, ils m'ont jamais poussé. Ils m'ont toujours encouragé. Tu vois, genre, c'est toujours moi qui ai voulu faire médecine. C'est toujours moi qui ai fait mes devoirs. Pendant médecine, c'est eux qui me disaient arrête d'aller à la bibliothèque, repose-toi un peu aujourd'hui, tu vois. J'ai pas eu cette pression de réussite. Par contre, je voyais cette joie quand je réussissais. Et du coup, qui t'encourage aussi pour après, tu vois, on va pas se mentir. Donc, t'étais un peu le fils parfait quand même. Ouais, exactement. Avec une image de fils parfait. Exactement. Jusqu'à un certain jour, tu vois, mais ouais. Et c'est en médecine que j'ai commencé à m'affirmer ouvertement en tant que gay. En fait, c'était le nouveau départ. Il n'y avait pas beaucoup de gens Il y avait personne, je crois, de mon lycée d'ailleurs, dans ma fac de médecine. Donc, que de nouvelles personnes. Et moi, j'étais là, genre, bon, bah, personne que je connais, nouveau départ, nouvelle vie, allez, let's go. J'ai sondé un peu les gens, tu vois, avant de le dire. Enfin, sondé. Je voyais si c'était des homophobes ou pas, tu vois. Dans mon groupe d'amis, personne ne l'était. Donc, dès le début, je leur ai dit que j'étais gay. Aucun souci. C'était majoritairement des meufs. Du coup, j'ai commencé aussi là à me sentir moi aussi bien dans ma peau. J'étais assez à l'aise, tu vois, de prendre le risque de le dire. Et là, je commençais du coup, moi, à être un peu plus en accord avec moi-même, à plus penser que je finirais avec une fille, à plus sortir avec des filles. En fait, mes débuts médecine, c'était le départ d'une nouvelle vie. Et tu vivais toujours chez tes parents? Ouais, je vivais toujours chez mes parents. Mais j'ai redoublé. 2 fois. Une fois par choix. C'est-à-dire, j'avais un rattrapage, j'ai pas été. Parce que je voulais redoubler, parce que je voulais une année sabbatique. Enfin, pas sabbatique, mais genre, je voulais faire autre chose. Et j'ai fait autre chose. J'ai monté une association d'aide aux réfugiés sans papier. Et une année parce que j'avais foiré. Parce que j'avais eu des petits soucis familiaux. Donc c'était le 8 février 2014. Donc j'étais en médecine.
je m'étais jamais posé la question. Tu vois, ça m'avait pas travaillé sur le fait à cette époque-là, de dire à mes parents que j'étais gay. J'étais out auprès de mes amis, mais je me sentais pas aussi pédé que je suis maintenant, tu vois. C'était pas une partie de moi aussi ancrée, aussi importante, tu vois. Donc, je m'étais pas posé la question tant que ça, mais un soir, mes parents étaient pas là. J'avais la main cassée à l'époque. J'étais tombé, j'avais un plâtre. Ce qui rejoint la mise en danger, un peu ce truc. J'étais tombé, bourré, je me suis coupé le tendon et du coup j'avais un plâtre. Du coup j'étais à la maison, c'était un samedi soir. Ils étaient partis eux à un dîner. Et en fait je sais pas ce qui me prend. Je dis, faut que je leur dise là. Et en fait je prends un papier, un stabilo vert, et je leur écris avec la main gauche, sachant que je suis droitier, sur un bout de papier. J'écris je suis homosexuel, je suis désolé. Je sais plus si je dis je vous aime ou pas, mais en gros je dis je suis homosexuel, je suis désolé. Je plie ce bout de papier que je mets sous mon coussin. J'avais la possibilité de pas leur dire de regarder, tu vois, comme il était caché sous l'oreiller. Parce qu'en fait je me suis dit, enfin tu vois, je savais pas si j'allais le faire ou pas. Donc en fait j'avais la possibilité de reculer, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mis sous le coussin. Il était caché ce mot. C'était sous ton coussin. Ouais. Tu vois, dans ma tête, à ce moment-là, genre, je voulais le dire, mais je voulais faire attention, tu vois, quand même. Et enfin, je voulais avoir une possibilité de repli si je changeais d'avis. Au final, comment je l'ai fait, j'étais insouciant, mais je m'attendais pas à ce que je m'attendais pas à ce qui allait se passer après. Je sais que j'ai eu cette envie, à ce moment-là, de le dire, comme ça, sans y réfléchir. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu ce besoin que je pouvais pas bloquer de leur dire. Genre peut-être qu'à un moment donné c'était trop pour moi là. Tu vois, j'avais besoin de se dire ce truc là. Je prends un sac et en fait je prépare mon sac. Et je me dis je vais partir parce qu'ils vont forcément mal réagir. Donc je vais faire mes affaires et je vais partir. Ce que je fais, à une main, mais je prends un gros sac tu sais les gros sacs de voyage là Quechua que j'avais par rapport à mes camps scouts. Et je mets des affaires dedans. Et je me casse. Tu vois, il devait être 21h, un truc comme ça. Et tu vas où? Je rejoins donc Daphné. Daphné, meilleure amie du lycée, avec qui j'ai toujours meilleure amie après le lycée, pendant que j'étais en médecine. Adeline, une autre copine à moi, pareil, que j'ai rencontrée via Daphné. Et Vincent, un pote de l'époque, qui faisait partie de notre groupe de potes, qui était hétéro, lui. Il y avait un apéro chez lui, dans le 18e. Donc je leur ai dit que j'étais en train de le faire et que je venais quoi. Donc j'arrive chez eux avec mon gros sac en disant bah j'ai mis un mot sous l'oreiller, mais je me rendais compte quand même de ce que je venais de faire, puisque les 3 personnes avec qui j'étais, ça tournait autour de moi, tu vois, la soirée. Ils étaient là, entre guillemets, là pour moi, tu vois. Donc bah Daphné, elle me demandait si j'étais sûr de vouloir le faire, parce qu'elle connaissait mes parents, et que Daphné, c'était ma fausse auprès de mes parents, je continuais ma double vie. Okay. Ça, c'est important quand même. C'était ta fausse petite amie. Ouais, mais juste auprès de mes parents. Et donc je suis chez eux, et le temps passe, on se bourre là, on boit en plus un petit peu, tu vois, mais pas... Enfin, je suis pas bourré, quoi. Et en fait, mes parents, ils m'appellent à un moment, parce qu'ils rentrent et ils voient que je suis pas là. Donc, ils m'appellent pour savoir où je suis. Et là, je leur dis que je suis chez des potes et tout. Ils m'avaient dit oui, mais tu nous as dit que tu n'allais pas sortir avec ta main et tout. Je dis oui, mais j'y suis, mais allez voir sous mon coussin. Et là, j'éteins mon téléphone. Parce que j'avais trop peur de ce qu'ils allaient me dire, tu vois. Enfin, de ce qui allait se passer. À suivre.